Je lance l'enregistrement de cette deuxième classe virtuelle d'accompagnement sur la e-éducation dans le 92. La thématique d'aujourd'hui, c'est évaluation formative. Donc nous allons voir, on va revoir quand même les premiers pas que j'ai expliqués hier, les premiers outils que vous pouvez utiliser, parce que certains collègues s'étaient inscrits à la deuxième, enfin, étaient plus sur la deuxième CV que la première, de celle d'hier, donc rapidement. Et puis le partage d'écran. Donc je redis ce que j'ai dit juste avant. Voilà, on va faire vraiment l'essentiel en partage d'écran, puisque vous devez voir les choses en live et vous pourrez me poser des questions ensuite. Et ensuite, il y aura un temps de questions et échanges. Mais après, pendant que je fais le partage d'écran, je surveille quand même le chat pour voir s'il y a des questions. Si je peux, je réponds tout de suite. Donc, je rappelle l'article d'entrée sur la thématique de la continuité pédagogique avec ELEA. Donc, à partir de cet article, vous pouvez vous diriger vers d'autres articles de la DAN qui vous aident, qui vous accompagnent sur vos premiers pas sur ELEA en ces temps de travail à distance, avec donc le lien et le QR code. Tout ça sera également disponible, hein. Vous avez donc cet article. Alors ça, c'est vraiment cet article-là, le lien, copiez-le. Copiez-le parce que c'est là que va se retrouver tout ce que j'ai fait en classe virtuelle. C'est-à-dire, vous avez déjà la classe virtuelle d'avant la rentrée qui vous donne les bases, qui vous donne les premiers outils pour démarrer. Mais quand même pas mal de choses. On a quand même évoqué pas mal de choses lors de cette classe virtuelle. Vous avez le diaporama et les deux classes virtuelles, celle de ce matin et celle d'hier, vont également être ajoutées sur cet article-là. Donc avec l'enregistrement que je vous ai déjà communiqué et le diapo que je vous ai déjà communiqué pour hier. Donc, du coup, rappelez simplement que vous disposez de certains outils pour démarrer lorsque vous démarrez, donc des tutoriels qui sont sur la rubrique directement de votre tableau de bord, accéder aux tutoriels, donc de nombreux tutoriels qui sont quand même assez bien faits. Il y a pas mal de vidéos, des courtes vidéos que vous pouvez suivre pas à pas pour effectuer vos conceptions. Vous avez le support. Alors le support qui est très sollicité en ce moment, mais c'est normal. Donc derrière lequel le groupe e-éducation dont je fais partie répond, et derrière il répond, donc on essaie de répondre assez rapidement. Voilà. En ce moment, il y a beaucoup plus d'affluence, on va dire, sur le support, donc c'est un peu moins rapide que d'habitude, mais franchement, ça reste assez rapide. Et donc à cette adresse. Et la Eliatech, alors sur l'enregistrement de la première classe virtuelle d'avant les vacances, vous allez retrouver toute la manipulation pour récupérer un parcours de la Eliatech, le télécharger, l'installer et le mettre à votre disposition. Merci Catel, merci beaucoup. Vous allez retrouver ça sur votre enregistrement. Donc, n'hésitez pas à revisionner ou à visionner, si vous ne l'avez pas encore fait, l'enregistrement de la classe virtuelle du jeudi 2 avril, qui est dans l'article. Ça vous permettra de revoir tout ça. Et pas à pas la Eliatech. Et la Eliatech se remplit de plus en plus. Enfin, on a accéléré les process sur la période actuelle. Et donc, vous allez avoir de plus en plus de parcours quand même que vous allez pouvoir soit télécharger et utiliser tel quel avec vos élèves, soit télécharger et modifier, soit vous inspirer de ces parcours pour concevoir les vôtres. Alors, donc, ce matin, nous allons parler des activités de ELEA pour faire de l'évaluation formative. Donc, vous avez plusieurs activités pour faire des évaluations formatives. Alors, par évaluation formative, je veux bien dire des évaluations qui permettent aux élèves de se positionner sur des notions, pas forcément notées. Parce que, encore plus sur cette période, les notes sont quand même difficiles à prendre en compte parce que bon, l'élève est à distance, il est aidé, d'autres ne sont pas aidés, donc c'est un peu compliqué de noter les élèves. Bon, je pense que vous ne le faites pas, mais là, même s'il y a une note qui est donnée, bon, c'est pas forcément une note qui compte dans les résultats scolaires des élèves. Donc, ce que je vais vous montrer là, il y a des activités qui marchent bien avec des notes et il y a d'autres activités qu'il faut utiliser simplement sans notes.
Voilà, exactement. Moi, j'ai donné des tests à mes élèves, donc je suis prof de maths, exactement qu'a-t-elle, et ils voient une note sur un test simplement pour qu'ils se positionnent. Ils savent que ça compte pas, donc ils sont pas tentés d'aller tricher, d'aller demander à leurs parents ou autres, mais ça leur permet de se positionner sur un exercice. Alors, il y a donc ces 5 activités sur ILEA qui permettent de faire de l'évaluation formative, les jeux d'appariement, ouais, il y a une petite coquille, les jeux d'appariement, on va dire, les jeux d'appariement, le jeu du millionnaire, le QCM, l'activité QCM, l'activité test et l'activité H5P. Alors, pourquoi j'ai mis en gras certains et d'autres pas? En fait, le jeu d'appariement, enfin les jeux d'appariement et le jeu du millionnaire, ceux qui ont déjà conçu des parcours sur ELEA, vous avez pu voir que c'est assez ludique, voilà, c'est directement, par exemple, les jeux d'appariement, les élèves doivent associer des éléments à gauche et à droite. Et le jeu du millionnaire, ce sont des questions de plus en plus difficiles lorsque l'élève, c'est le principe du millionnaire, lorsque l'élève se trompe, il retourne donc à la première question. Avec une particularité sur le jeu du millionnaire pour ceux qui l'ont déjà testé, c'est que lorsque l'élève se trompe, il voit furtivement la bonne réponse qui s'affiche en vert avant de retomber à la première question. Donc certains élèves ne jouent pas le jeu et donc se contentent de répondre n'importe quoi au hasard pour voir la bonne réponse et puis ensuite, et ça se voit dans le suivi. J'avais montré donc dans la classe virtuelle du jeudi 2 avril que dans le suivi, je vous remontrerai, dans le suivi, vous avez un petit chiffre dans le petit rond que vous avez dans le suivi. Je vous montrerai sur le partage d'écran directement. Et ça vous donne l'information sur le nombre de tentatives que l'élève a fait. Et donc, voilà, il faut faire attention avant d'utiliser ces activités sur ce que vous voulez faire. Sachez que pour le jeu du millionnaire, l'élève va voir quand même forcément la réponse. Et autre chose sur lesquelles je voudrais vous informer, euh, ces deux activités sont des activités propres à ELEA. On a parlé avant les vacances du fait que ELEA était une plateforme Moodle, que la plupart des plateformes Moodle, enfin que la plupart des académies maintenant disposaient d'une plateforme Moodle et que donc les activités que vous allez concevoir sur ELEA, vous allez pouvoir les exporter. Les parcours ELEA, ce sont des fichiers MBZ. J'avais déjà bien expliqué sur la première CD. Ce sont des fichiers MBZ, donc vous pouvez les télécharger, les récupérer, et vous allez peut-être muter dans une académie qui a, alors la plupart en ont, hein, des plateformes Moodle. Une plateforme Moodle, vous allez donc pouvoir restaurer votre parcours que vous avez conçu sur ELEA sur une autre plateforme Moodle d'une autre académie. Sauf ces deux activités-là. Jeu d'appariement, jeu du millionnaire, puisque ce ne sont pas des activités Moodle, donc vraiment Moodle mondial, ce sont des activités qui ont été conçues vraiment, ce sont des activités propres à ELEA. Voilà. Donc je voulais vraiment insister là-dessus pour que vous sachiez que, bon, vous pouvez utiliser ces activités, mais sachez que si vous avez un projet de mutation dans une autre académie et que vous souhaitez pouvoir réutiliser euh, vos parcours conçus ici, dans l'Académie de Versailles, alors à ce moment-là, évitez de prendre ces activités. Les autres voilà, sont communes pardon, à Moodle, donc il n'y aura pas de problème. Voilà, donc ça, c'était juste une petite information à vous donner. Et donc, nous allons ce matin, alors H5P non, parce que c'est sur, enfin, on verra peut-être si on a le temps, le quiz avec plusieurs quiz, mais vous avez tout sur l'enregistrement d'hier. Voilà, mais je l'ai quand même mis parmi les activités à utiliser pour des évaluations formatives parce que il y a vraiment de super activités à utiliser pour ça. Et on va voir aussi le test. On va voir les paramétrages des tentatives. On va voir comment récupérer les résultats des élèves. Et voilà.
Donc nous allons voir tout ça. Avant, je vais quand même vous donner les tutoriels qui correspondent. Donc voilà, vous pourrez récupérer tout ça, mais si vous êtes vraiment pressé, vous pouvez capturer l'image là ou récupérer les liens. Voilà, pour chacune de ces activités, vous avez un tutoriel quand même sur Eléa qui permet déjà de démarrer. Même si vous n'avez pas eu de formation, même si vous démarrez, vous pouvez quand même vous en sortir avec les tutoriels. Alors, donc là, c'est le moment un peu tendu où je vais essayer, les élèves aiment, oui, je vais essayer donc le partage d'écran. J'espère que, alors j'ai essayé juste avant que vous arriviez et il n'y avait pas de problème, donc bon, je croise les doigts. Alors, donc on va commencer par visionner donc les différentes activités que je vous ai montrées. Donc, je vais prendre un parcours, voilà, un parcours pour aujourd'hui, pour qu'on puisse faire des tests aujourd'hui, CV du jeudi 23 avril. Et donc, dans ce parcours, je vais activer le mode édition. Et donc, je vais ajouter une... Alors, par défaut, vous avez peut-être cette fenêtre. Donc, avec 4 activités, une ressource. Donc, n'oubliez pas de vous mettre en mode avancé. Et donc, vous allez pouvoir utiliser donc soit les contenus H5P, donc comme je l'ai dit, tout est sur l'enregistrement que je vous ai communiqué, où je parle toute seule, mais je vous montre plein de choses. Donc, jeu d'appariement, jeu du millionnaire, les activités qu'on a vues, et le test. Le QCM, pardon, et le test. Donc, je vais laisser de côté jeu d'appariement et jeu du millionnaire. Je vous laisse avec les tutoriels si si vous avez envie de regarder, mais vous pouvez quand même me poser des questions sur le chat si besoin, et j'y répondrai. On va s'intéresser au QCM dans un premier temps et au test. Donc le QCM, l'activité QCM, donc voilà, je clique dessus, je vais ajouter l'activité. Donc QCM, hop, donc je vais mettre un titre. Alors, je voudrais préciser quelque chose. Donc ici, vous avez la possibilité de mettre donc la consigne. Donc par exemple, regarde la vidéo et réponds aux questions. On va mettre la consigne ici. Et je vais préciser quelque chose qui revient souvent en question en formation. Et voilà, donc je mets le titre. Attention, vous avez la possibilité d'agrandir donc votre éditeur de texte là, sur la première touche, juste sur la gauche. Merci Maëva. Et donc, vous avez la possibilité d'accéder à l'ensemble des fonctionnalités de l'éditeur de texte, dont le central, enfin le fait de centrer, etc., etc. Et donc, du coup, on va pouvoir même insérer une vidéo. Ici, j'ai la possibilité de mettre un code d'intégration d'une vidéo. Je vous le montrerai juste après. Donc là, ma consigne, je voulais juste insister sur le petit bouton qui est ici. Parfois, vous faites vos consignes et puis elles vous gênent sur le parcours, sur la page du cours. Vous avez vos consignes qui s'affichent. Il suffit de décocher ici la description sur la page du cours, tout simplement. D'accord? Vous allez commencer à remplir vos questions, donc question 1. Alors, j'insiste aussi sur le fait qu'à chaque fois que vous avez cet éditeur de texte, vous avez la possibilité donc de mettre du texte, des images, des vidéos. Donc là, vous voyez que je récupère le même éditeur de texte que je vois sur Eléa partout. Et donc, j'ai également la possibilité, ma question, elle n'est pas forcément que en texte. Je vais valider ma question 1 et donc je vais rajouter des réponses. Et là, c'est pareil, vous avez les mêmes, les mêmes possibilités. Et donc, pensez-y pour proposer vos QCM. Donc, réponse 2. Alors, et réponse 3. Et donc, on va simplement choisir quelle réponse est correcte. Donc, on peut également euh, avoir plusieurs réponses correctes. On va ajouter une autre question et on va faire pareil. Voilà. Je vais faire rapide, hein, juste deux questions, parce que le but aussi de ces CV, c'est d'aider ceux qui démarrent, hein, qui n'ont jamais vu ces choses-là en formation. Après, on va passer au test, où il y a plusieurs questions, plusieurs types de questions. Et voilà,
j'ai fini, je peux ajouter autant de questions que je veux. Donc, vous avez fini, vous ajoutez vos questions. Si vous êtes trompé sur une question depuis un certain temps déjà, vous avez la petite corbeille pour supprimer les questions. Et vous allez enregistrer et afficher. Et donc, vous allez obtenir votre consigne au-dessus, vos questions, enfin vos réponses, voilà, les réponses que vous pouvez mettre. Et donc l'élève va devoir répondre aux questions, vérifier la réponse, mauvaise réponse. Il arrive sur la deuxième question. Alors, je voulais insister là-dessus. Là, j'ai pas mis d'activité après, mais lorsqu'il y a des activités après, parfois on a et qu'on n'a pas restreint l'accès, on a la flèche qui est à droite. Et parfois, il y a des élèves qui répondent à la première question et hop, ils cliquent sur la flèche de droite. Donc, il faut vraiment mettre des paramètres de restriction qui obligent l'élève à finir le QCM avant d'avancer. Donc, vous avez vu, il y a un petit temps. Il y a mauvaise réponse ou bonne réponse, il y a un petit temps. Et ensuite, il y a la question 2. Donc on répond à la question 2, on vérifie, bonne réponse. Et lorsqu'on a terminé, on peut repartir, on peut relancer l'activité ou on peut continuer le parcours. Bon, là, il n'y a rien après, donc je ne peux pas continuer le parcours. Voilà. Alors ça, c'est pour le QCM. Est-ce qu'il y a des questions déjà juste pour le QCM? Comment je paramètre les restrictions pour les élèves? Alors, on va le voir quand j'aurai fait une deuxième activité. Comme ça, je pourrais paramétrer. On va le voir juste après. Mais si vous voulez vraiment quelque chose de fin, une évaluation fine, il faut utiliser l'outil test. Là, vous aurez vraiment les informations. Vous aurez la copie de l'élève, donc vous aurez toutes les informations, ses tentatives, sa note, etc. L'outil QCM, c'est plutôt pour juste voilà, une petite évaluation formative, par exemple, juste après une vidéo, pour être sûr qu'ils aient bien regardé la vidéo, après une ressource document, des petites choses comme ça. Mais pour un suivi fin et pour des résultats fins, notés, etc., ce sera l'outil de test, on va le voir juste après. Donc je me mets sur le petit bouton HTML, donc vous voyez les balises, je vais sauter une ligne, je vais coller. Je vais coller mon code que je viens de récupérer. Je me remets en normal. Et là, vous voyez que j'ai... alors là, parfois c'est pénible à faire, mais il faut tout sélectionner et centrer. Enfin, si vous voulez centrer. Donc, j'enregistre et j'affiche pour voir ce que ça donne. Et du coup, vous avez la consigne avec la vidéo qui est au-dessus du QCM. J'essaie de revenir sur les questions. Une fois que l'élève a répondu, je crois qu'il n'est pas possible d'afficher la bonne réponse si l'élève s'est trompé. Sur les QCM, ça va être très... Vous voyez, c'est pas... Je vous montre hein, les réglages, hein, on le voit. Le QCM, c'est vraiment une petite activité toute simple. Il n'y a même pas de feedback, vous avez pu le constater. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de dire à l'élève quand il a répondu telle réponse que, bah voilà, il n'y a pas de possibilité de donner d'informations par rapport à la réponse. Vous voyez, les paramétrages, c'est vraiment très limité. Donc les QCM, c'est vraiment pour euh, vous donner une petite activité comme ça, formative, mais sans espérer avoir beaucoup de données, en fait. Si vous voulez, juste après, on va parler des tests et là, vous allez voir qu'on peut faire tout ce que vous me dites là. Je vais passer à l'activité test parce qu'il y a pas mal de choses à vous montrer. Donc, je retourne sur mon parcours. Vous voyez, j'ai mis ajouter une nouvelle activité. Je choisis test et je vais ajouter le test. Je vais donner un nom à mon test, donc nom du test. La consigne, je vais mettre consigne. Donc, consigne, bah, répond aux questions, etc. Vous pouvez ici préciser que, par exemple, ils ont un temps limité. Si vous mettez un test, euh, si vous mettez un test limité dans le temps, ou si vous donnez plusieurs tentatives, tout ça, vous pouvez l'indiquer aux élèves dans la consigne. C'est important qu'avant de commencer le test, bah, ils sachent à peu près combien de temps il dure, ils sachent s'ils ont plusieurs tentatives ou pas à faire. C'est important qu'ils le sachent pour que, avant de donner leur copie, par exemple, ils puissent vérifier en sachant qu'ils n'ont qu'une tentative, par exemple. Donc voilà, c'est important de mettre tout ça. Euh, Ça dépend, Pascal. Plus simple, là, on a vu que le QCM, c'est vraiment pas compliqué.
Après, si vous avez le QCM de H5P, vous avez beaucoup plus de paramétrage, donc ça peut pour certains paraître plus dur. Mais on va voir. Ouais. Alors, donc, on est toujours sur la page de test. On ne va rien mettre pour le moment. On parlera des paramétrages juste après. On va enregistrer et afficher. Et là, vous avez le bandeau rouge qui parfois fait peur, qui vous dit que vous n'avez pas de questions. Donc, vous allez pardon, modifier le test pour y ajouter des questions. Donc, je vais ajouter une question. Alors, vous avez banque de questions. Alors, banque de questions, lorsque vous cliquez sur ce bouton, par exemple, dans mon test, j'ai 0 question, mais toutes les questions que je vais créer, elles vont alimenter ma banque de questions. Ça veut dire que si j'ai tendance à reposer les mêmes questions, bah, je pourrais récupérer la banque de questions de ce test-là. Par un import, bon, on le verra tout à l'heure si on a le temps, mais sachez que toutes les questions que vous créez alimentent une banque de questions qui est bah, par définition vide quand vous démarrez. Donc, je vais ajouter une question et là, vous allez voir, donc vous avez question à choix multiples. Alors, je vais prendre ça pour commencer. Une question à choix multiples pour que vous puissiez voir aussi la différence. Donc, je vais l'appeler Q1, QCM. Là, je vais mettre bah, la consigne. J'utilise volontairement ces mots pour que vous puissiez les retrouver une fois qu'on va regarder ce que ça donne. Alors, vous voyez que là, vous avez tout de suite plus de paramétrage que le QCM qu'on vient de voir. Le QCM qu'on vient de voir, on n'avait pas la possibilité de mettre des feedbacks. Enfin, on avait peu de possibilités, on n'avait pas cette notion de note. Donc là, par contre, vous avez tout de suite une notion de note si vous le souhaitez. Et vous avez la possibilité d'avoir un feedback pour chaque question. Et ça, c'est très intéressant. Donc, par exemple, je vais mettre que je n'ai le droit qu'à une seule bonne réponse. Je vais mettre une première réponse attendue. Donc, réponse 1. C'est un QCM, donc l'élève va cliquer, hein. Donc, la réponse 1. Mettons que la réponse 1, c'est la réponse qui est bonne. D'accord? Donc, la réponse 1, en dessous, sur la note, dès que vous me voyez faire des petites pauses, c'est que j'attends que le décalage se fasse, hein. Donc là, je clique sur note et je vais attribuer à cette réponse 1 qui est la bonne réponse, la note de 100%, puisque c'est la bonne réponse. Je vais prévoir d'autres réponses. Donc réponse 2, fausse. Réponse 3, fausse. Ça, c'est juste pour nous aider. Et bien sûr, je n'attribue aucun point aux autres. Mais vous avez la possibilité, là, puisque c'est vous qui décidez de paramétrer comme vous le souhaitez votre QCM, mettons que je vais mettre une réponse 4 qui n'est pas fausse, mais qui est presque bonne. Et que je décide d'attribuer à cette réponse 4, pardon, qui est presque bonne. Du coup, je ne vais pas mettre 0, mais je vais accorder à l'élève 50%, donc la moitié des points, parce qu'elle est presque bonne. Alors, on n'est pas obligé de faire comme ça, mais en tout cas, on peut le faire. Donc, vous voyez que là, j'ai 4 réponses possibles et je vais mettre des feedbacks. Alors, pour le feedback, alors, comme toujours, hein, vous voyez que vous avez le petit éditeur de texte. Donc, le feedback peut être en texte, en image, voilà. Le feedback, je vais mettre très bien pour la réponse 1, 100%. Et je vais juste vous montrer aussi qu'on peut mettre du LaTeX. Donc très bien, c'est bien 3x. Vous allez voir pour que vous voyez. J'ai juste mis 3x, hein, j'ai pas été très très loin sur les formules, mais simplement pour que les profs de sciences et d'autres puissent voir qu'on peut aussi écrire comme ça. Réponse 2 fausse, on va mettre un feedback revois ton cours. Le feedback bien violent. Réponse 3, non. Et réponse 4, c'est presque bon.
presque bon. Voilà. Bon, on est d'accord, là je fais vite avec vous, donc je ne suis pas très... Alors, dans un premier temps, alors, donc, en bas, ça c'est très important, vous allez... Parce que c'est très important ce que je vais montrer là parce que souvent ça crée de la confusion pour les collègues et on le voit en formation, on a des retours. Vous avez deux boutons enregistrer les modifications et continuer, vous voyez en bas, et enregistrer à gauche de annuler. On va d'abord cliquer sur enregistrer les modifications et continuer. À ce moment-là, on a un bouton aperçu qui va apparaître à droite. Et là, je vais pouvoir voir ce que voit l'élève. Donc, je clique sur aperçu avant d'enregistrer ma question. Je clique sur aperçu et je vais pouvoir voir ce que voit l'élève. Je vais cliquer sur la réponse 1, qui est la bonne. Je vais envoyer et terminer. Et là, vous voyez le feedback qui apparaît juste à droite de la réponse. Très bien, c'est bien 3x. Vous voyez? Donc là, on est d'accord que sur ce QCM test, il est beaucoup plus élaboré que le QCM que je viens de vous montrer. Donc si vous voulez vraiment faire quelque chose de fin, quelque chose où il y a, où vous avez vraiment pouvoir faire de la rétroaction pour vos élèves, encore plus en ce moment puisqu'on ne les voit pas, c'est mieux de choisir le QCM de test ou le QCM de H5P avec l'avantage du QCM de texte, c'est d'avoir plus facilement les notes, etc. Je vais cliquer sur une deuxième pour voir, pour que vous puissiez voir, non, une réponse fausse pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc envoyer et terminer. Et là, les réponses fausses se mettent en rouge avec le petit feedback s'il y en a un. Et là, on va fermer la prévisualisation, mais attention, on n'oublie pas d'enregistrer parce que là, il y a des collègues, ils enregistrent les modifications, ils cliquent sur aperçu pour voir ce que ça donne, et puis ils oublient d'enregistrer. Il y a un double enregistrement, attention. Donc, une fois qu'on est satisfait, euh, on va enregistrer, donc avec le bouton qui est à gauche de annuler. J'enregistre. Et ma première question est faite. Ma première question qui est un QCM. Donc là, je vais faire une deuxième question. Je vais ajouter une deuxième question. Je vais choisir. Alors, je ne vais pas faire vrai-faux parce que c'est bon, tout le monde connaît. Je vais faire plutôt des questions qui sont demandées. Les questions glisser-déposer sur une image. Alors, on va faire ça. Glisser-déposer sur une image. Parce que le glisser-déposer sur une image du test, il est plus facile que le glisser-déposer, le drag and drop de H5P, pour le coup. Je travaille dans deux collèges, un qui a ELEA intégré dans OSE et l'autre non. Est-ce que je peux utiliser ELEA dans les deux cas? Car j'ai le même niveau des élèves ou le passage par OSE. Non, le passage par OSE n'est pas obligatoire, mais si dans votre deuxième collège, Anita, il n'y a pas ELEA, il faut faire une demande d'intégration au projet. Je vais remettre mon adresse. Et je vous donnerai la procédure, on l'a simplifiée pour justement la période actuelle. Vous m'envoyez un mail et je vous donnerai la démarche pour le faire, pour demander qu'il y ait Eléa dans votre deuxième collège pour que vous puissiez travailler effectivement avec tous vos élèves. S'il n'y a pas Eléa dans le deuxième collège, il faut demander, mais ce n'est pas une obligation d'avoir OSE. Même chose, Fatima. Pareil, il faut que tu demandes. Enfin, bah toi, je t'enverrai directement la procédure. J'ai déjà ton mail. Et tu le demandes. Avant, il fallait, bon, 10 profs pour intégrer le projet, en tout cas pour faire la demande. Là, dans le contexte actuel, un seul prof peut faire la demande. Un seul prof, il faut que le chef d'établissement donne son accord, mais en général, voilà, tout le monde donne son accord, et il faut qu'une personne il faut avoir un ENT, et il faut qu'une personne soit désignée comme référent ELEA, éducation ELEA, et donc voilà. Donc je suis sur la page sur glisser-déposer. Je vais lui donner un nom, donc glisser-déposer, la consigne. Et on va tout de suite récupérer une image de fond. Donc, dans Choisir un fichier, que vous voyez là, je vais déposer un fichier. Donc là, je vais récupérer une image. Alors, peu importe, je vais prendre cette image-là.
et je vais donc ouvrir la rubrique éléments à glisser déposer. D'accord? Donc éléments à glisser déposer. Donc vous avez le choix entre mettre des éléments qui sont des images ou des éléments texte. Là, on va mettre des éléments texte. Donc je vais changer le type de l'élément 1. Et là, je vais mettre étiquette 1. Alors, je ne vais pas mettre étiquette 1, bon, je vais mettre O. Voilà. Voilà. Mettons qu'ils doivent juste placer haut, gauche et bas. Voilà. Comme vous pouvez le constater, je suis très très inspirée ce matin. Donc haut, gauche, bas. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer les modifications et continuer tout en bas. Tout en bas, une fois que j'ai mis mes éléments, je ne m'occupe pas du reste, je vais... Est-ce qu'il y a des exercices où les élèves peuvent rédiger une réponse et nous la noter par la suite? Oui, c'est composition. Je vais le remontrer dans le catalogue de questions. Oui, c'est composition. Alors, enregistrer les modifications et continuer. D'abord, on clique là-dessus. D'abord, pour après aller placer nos zones d'étiquette. Oui, il ne faut pas. Alors, Fatima, si tu as des textes qui sont trop longs, il vaut mieux les mettre en images. C'est-à-dire que tu vas prendre un document d'édition, tu vas écrire ton texte avec une toute petite police et tu vas faire des petites captures d'images. Et là, dans glisser-déposer, tu utiliseras les images comme élément et pas le texte, quand le texte est trop long. Vraiment, le texte, c'est vraiment pour du petit texte, hein, il ne faut pas que ce soit trop long. Alors, éléments à glisser, déposer, c'est bon. J'ai enregistré les modifications, je continue. Maintenant, je m'occupe des zones. Zones de glisser, déposer. Alors, vous voyez que là, j'ai ce qui ressemble à des coordonnées, mais je ne vais pas m'en occuper. Je vais simplement afficher le premier élément, haut, le deuxième élément, gauche, le troisième élément, donc vous avez en fait une petite liste déroulante et vous allez récupérer ces petites choses. Et là, du coup, les étiquettes apparaissent en bas de l'image, vous le voyez? Et donc, je vais, moi, choisir où doit être l'étiquette. Donc, le haut, je vais le mettre en haut. Voilà, je mets dans la loupe. Oui, avec ce problème, avec H5P, ce problème n'existe pas puisqu'on peut adapter la police dans H5P. Après, dans H5P, certains collègues trouvent plus difficile l'activité drag and drop de H5P. Après, c'est chacun, hein, mais si on veut quelque chose d'un peu plus, avec un suivi plus fin au niveau des notes, je pense il vaut mieux faire le glisser-déposer du test. Après, vous faites, bien sûr, chacun fait comme ça lui correspond aussi, hein, bien sûr. Alors, gauche, donc vous voyez, je place simplement les étiquettes sur mon image dans les endroits où elles doivent être. Elles doivent être placées par les élèves. Par défaut, les étiquettes ont la même taille, bien sûr, pour pas aider les élèves. Voilà, je les ai toutes placées. Je vais aller en bas et je vais cliquer encore sur enregistrer les modifications et continuer. Ensuite, j'ai le bouton aperçu qui apparaît et donc je vais pouvoir cliquer sur aperçu pour voir ce que ça donne, pour voir si ça correspond bien à ce que j'ai fait. Donc je vais cliquer sur aperçu. Et voilà, vous voyez ce que ça donne. Vous voyez que bah, vous avez votre image de fond. Et donc, les élèves, alors si je me trompe, hop, et que j'envoie et je fais envoyer et terminer. Donc, votre réponse est incorrecte. Là, j'ai pas mis de feedback, hein, donc votre réponse est incorrecte. Donc, on va fermer et on enregistre. Et donc, pour répondre à la question d'une collègue, de je ne sais plus qui, je vais ajouter une question. Là, donc je reviens sur, donc j'ai enregistré, voilà, je reviens sur ma page avec mon test et je vais ajouter une dernière question parce qu'après il faut qu'on voit les paramètres. Je vais, hop, et donc pour le ou la collègue qui avait posé la question, c'est composition ici. C'est donc la question juste après numérique.
Donc là, l'élève a un petit champ, l'éditeur de texte que vous avez l'habitude de voir sur ELEA, et il a la possibilité d'écrire, de donner, de faire sa composition, et vous, ensuite, vous pourrez corriger, récupérer ce qu'il a fait. Alors, je vois le temps, donc je vais, euh, je vais quand même essayer l'enregistrement Poodle. Pour les profs de langue, c'est vraiment sympa. Donc, ça va être la question Q3, enregistrement Poodle. Consigne toujours, ça c'est obligatoire. Hop. Et là, je vais simplement enregistrer les modifications et continuer. Vous voyez, j'ai rien fait, donc j'ai pas mis de feedback, j'ai rien mis du tout. J'ai juste enregistré, j'ai juste mis la question, le titre de la question et la consigne. Et là, je vais voir l'aperçu. Ça permet à l'élève de donner une réponse sous forme d'enregistrement audio. Voilà, ils peuvent avoir ce petit affichage de Flash. Donc l'enregistrement Poodle utilise Flash. Donc vous avez, comme beaucoup de choses, la petite fenêtre qui demande d'autoriser l'exécution. Donc moi je vais autoriser. Et à ce moment-là, voilà ce que l'élève voit. Donc je vais autoriser mon micro. Voilà ce que l'élève voit. Donc il a la possibilité d'enregistrer sa réponse en audio. Donc, si vous êtes prof de langue, ou même pas que prof de langue, hein, n'importe quelle discipline peut proposer à des élèves d'enregistrer, peut-être même des élèves qui ont des troubles des apprentissages, ou voilà, des élèves à besoins particuliers. Si ça fonctionne pas, c'est vraiment à cause de Flash en fait. Mais l'avantage de ce truc, c'est que l'élève va enregistrer directement. Regardez, je vais le faire avec vous. Alors voilà, j'enregistre ma réponse. Donc normalement, vous allez voir petite jauge verte. Je stoppe. L'élève a la possibilité d'écouter ce qu'il vient d'enregistrer avant de l'envoyer. Et donc, je vais simplement envoyer et terminer. Et voilà ce qui apparaît. Donc, essayez-le avant de le. Si vous sentez que c'est quelque chose que vous pouvez utiliser, vous pouvez l'essayer. D'insérer un tableau comme un tableau de proportionnalité que les élèves peuvent compléter. Non, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas donner une question avec un tableau à compléter. Il faut passer par le glisser-déposer, par exemple, pareil. Mais du coup, vous donnez des réponses. Mais on ne peut pas encore faire ça. Donc, pour les exercices de ce type-là, Bouchra, il faudra privilégier l'activité devoir. Donc, leur demander de rendre la copie et donc corriger. Après, on a la possibilité aussi d'utiliser GeoGebra, ou dans lequel on peut faire un tableau et que les élèves peuvent compléter, mais ça va pas, vous n'allez pas récupérer les réponses. Mais on peut intégrer une activité GeoGebra avec un tableau de proportionnalité. Alors, on va maintenant voir, donc j'ai fini mon test, enfin j'ai fini mon test pour le moment, et on va s'intéresser au paramétrage, les petites roues crantées. Et donc, on va aborder la question des paramétrages du test, même si je n'ai pas fait beaucoup de questions. Et il y a des choses très importantes que je voulais vous expliquer là parce que ça revient souvent. D'abord, on a la possibilité d'indiquer un temps. Donc un temps disponible pour faire le test. Donc par exemple, pour vraiment que l'élève le fasse sérieusement, sans aller regarder ailleurs, sans aller demander de l'aide, par exemple. Donc on va dire 20 minutes. Donc 20 minutes. Et là, lorsque le temps imparti est terminé, la tentative est envoyée automatiquement. Ça, c'est le paramétrage par défaut. Ah oui, il faut que j'attende un peu. Voilà, ça c'est le paramétrage par défaut. Vous avez la possibilité, vous avez pas mal de paramétrages, vous avez la possibilité de mettre un délai supplémentaire. Vous avez la possibilité de donner une date limite. Donc là, par exemple, le test, ils doivent le terminer avant le 11 mai. Voilà. Voilà, avant le 11 mai, il faut terminer le test, sinon il sera fermé. Ils ne pourront plus le faire. Ensuite, je peux mettre, donc j'ai des paramétrages de notes, et là, c'est là que vous allez trouver, donc dans notes, le nombre de tentatives autorisées. Alors, soit vous allez mettre que les nombres de tentatives est illimité, ou alors vous allez décider de permettre seulement 10 tentatives. Alors, c'est de 1 à 10 ou illimité.
Vous pouvez pas mettre 20 par exemple. Une note pour passer. Alors cette note pour passer, c'est ce qui va déterminer la couleur dans votre relevé de notes. On va simplement voir la mise en page. Ici, je conseille quand même en mise en page de mettre une question par page pour ne pas trop perturber les élèves, enfin pour qu'ils puissent vraiment se concentrer sur une question. Le comportement des questions. Mélanger les éléments des questions, bah, ça c'est important. Par défaut, c'est oui, parce que tous les collègues veulent que les questions soient mélangées, mais vous pouvez ne pas vouloir que les questions soient mélangées parce que vous avez décidé d'un ordre précis, d'une progression précise dans vos questions de vos tests. Donc si vous voulez que ce soit vraiment Q1, ensuite Q2, ensuite Q3, eh bien il ne faut pas oublier de mettre non ici dans mélanger les éléments de questions. Sinon, ça sera mélangé aléatoirement, ce qui permet, quand on fait un test en classe, à deux élèves de ne pas avoir forcément la même question en même temps, etc. Les feedbacks. Alors, donc, feedback a posteriori. Donc là, vous pouvez décider que les feedbacks que vous mettez, soit ils apparaissent directement, enfin, après le test. Alors, si vous avez mis une indication de certitude, ça, je ne l'ai pas fait, hein, vous pouvez mettre cela. Bon, il y a des paramétrages un peu plus poussés, donc là, on ne va pas avoir le temps de les aborder, donc je vais vraiment au plus rapide. Feedback immédiat, donc juste après la question, etc. Et là, je vais simplement insister sur quelque chose. Chaque tentative complète la précédente. Bah, c'était la question qu'une collègue avait posée. C'était ça. Donc, chaque tentative complète la précédente. Là, vous pouvez mettre oui si pour permettre à l'élève de pouvoir faire le test en plusieurs fois. Par exemple, votre test est assez long. Vous pouvez voilà, laisser à l'élève la possibilité de faire une partie du test et puis ensuite, il pourra recommencer plus tard. Bon, là, à ce moment-là, il n'y aura pas de limite de temps. Et c'est sur ça que je vais terminer. L'option de relecture. Attention, si vous laissez plusieurs tentatives à vos élèves pour le test, il faut absolument décocher les réponses justes. Si vous avez mis, voilà, si hop, là, si vous voyez bien, on va décocher, on peut laisser les feedbacks, mais la réponse juste, on la décoche de partout pour qu'elle ne soit pas donnée, si vous voulez que vos élèves puissent faire les tentatives plusieurs fois. Donc, et là, après la fermeture du test, vous pouvez décider que la réponse juste apparaît. Donc ça, c'est très important. Si vous permettez plusieurs tentatives à vos élèves sur le test, il faut décocher les réponses justes. Et puis c'est tout pour les paramétrages généraux. Et donc on enregistre et on affiche. Et donc on va avoir notre test. Et je vais vous montrer une dernière chose. Alors, je vous montre un test que j'ai donné donc à mes élèves. Il est là, un test sur le calcul littéral. Donc voilà ce que vous voyez une fois que les élèves ont fait. Je préfère vous montrer directement sur un vrai test, ça sera beaucoup plus parlant pour vous. Donc là, j'ai l'information qu'il y a eu 64 tentatives sur mon test. Pour accéder aux copies des élèves, je vais cliquer sur ce bouton, 64 tentatives. Je vais avoir en fait les résultats enfin, de mes élèves qui sont affichés ici et je vais pouvoir faire plusieurs choses. Je vais pouvoir consulter la copie d'un élève. Là, cet élève m'indique qu'il a répondu juste à une question et qu'il a eu faux, donc je vais vouloir modifier sa note. Donc pour modifier sa note, donc par exemple, bon là c'est pas le. Alors, par exemple, là je considère que c'est juste ce qu'il a fait, ce qui n'est pas le cas, mais je vais considérer que c'est juste. Je vais aller dans faire un commentaire ou modifier une note qui est juste en dessous. La question était sur un point et je vais simplement changer le point. Et là, vous voyez que vous avez aussi accès à un champ de commentaires dans lequel vous pouvez également commenter la réponse d'un élève, qu'elle soit juste ou qu'elle soit fausse. D'accord? Et ensuite, je vais enregistrer. Et en enregistrant, la note aura été modifiée. Donc là, vous voyez toujours la copie de l'élève. L'élève obtient sa copie avec un pourcentage. Et du coup, il obtient sa copie avec un pourcentage et du coup, on voit 43%, bah, ça correspond à 4,3 sur 10. Hein. Et vous avez la possibilité, voilà, vous avez quand même la possibilité de modifier la copie. Donc ça c'est une chose. Je reviens donc sur les tentatives. J'ai 64 tentatives toujours.
Hop, je peux. Donc là, vous voyez que j'ai récupéré toutes les notes de mes élèves. Je peux très bien, avec de cette page, télécharger un fichier Excel qui me donnera toutes les notes obtenues sur ce test. Donc, je vais aller dans Microsoft Excel, par exemple, hop, et je vais télécharger l'ensemble des résultats de mes élèves. Et donc, je vais pouvoir ensuite récupérer les notes et les traiter individuellement. Vous avez également la possibilité, vous voyez qu'il y a des petites croix pour les réponses fausses. Vous avez la possibilité d'aller directement dessus, directement sur la réponse fausse pour voir ce qui n'a pas été. Vous avez également des informations sur le nombre de tentatives que l'élève a fait. Vous avez également des informations sur l'heure à laquelle il a commencé, qu'il a terminé, etc. Donc ça peut être des informations importantes. Et vous pouvez commenter. Vous pouvez envoyer un commentaire à l'élève pour lui commenter à distance sa copie. Et je voulais vous montrer également ici, depuis mon, depuis mon bureau, enfin depuis le menu, et je vais terminer là-dessus. J'ai pas pu tout faire, hein, mais bon, c'est pas possible de tout faire. Depuis le menu, je vais arriver à voilà mes notes. Hop, voilà. Donc j'ai cliqué sur le bon parcours et là j'accède aux notes des élèves. Vous voyez que les autres activités elles sont pas notées. Donc là vous avez depuis le menu hamburger dans mes notes, vous cliquez sur votre parcours et vous avez accès à toutes les notes d'un parcours. Toutes les activités qui étaient notées dans le parcours sont répertoriées sur ce tableau. Et donc, vous pouvez aller directement voilà, sur la liste de vos élèves pour aller voir en détail ce qui a été fait et ce qui a été obtenu. Et donc, lorsque vous voulez aller regarder plus précisément, vous allez sur la petite loupe et vous arrivez directement sur la copie. Donc, c'est plusieurs chemins qui mènent au même endroit, mais en tout cas, vous avez ces possibilités-là. Pour aller voir les notes, oui, je peux. Alors, je reviens sur la copie. Là, en haut à droite, sur le menu, hamburger, on clique et on a accès à mes notes. Et là, c'est un espèce de carnet de notes, quoi, du prof, on va dire. Donc on clique dessus et là on a tous les parcours, soit qu'on a donné, soit sur lesquels on nous a inscrits. Donc moi je suis partie sur le parcours que j'étais en train de vous montrer, donc le parcours de maths à distance 3e. Donc je clique dessus et là j'arrive sur les notes que je vous ai montrées. Je regarde les questions. Oui, ça c'est le deuxième. Mais si vous voulez quelque chose de plus précis, donc c'est-à-dire sur le test, alors je vais recliquer sur mon. Vous voyez, il y a plusieurs. À chaque fois que vous avez des, des liens bleus là, c'est des hyperliens. Donc par exemple, pour la question de je ne sais plus qui de Pascal, là si je clique sur test calcul littéral, je retourne sur le test calcul littéral et là j'ai la possibilité de télécharger l'ensemble de mes. C'est parce qu'il y a un décalage. Là, j'ai la possibilité de télécharger l'ensemble de mes notes. On n'a pas la possibilité de télécharger le tout là que je viens de vous montrer, sauf si on peut faire une capture d'écran ou des choses comme ça, mais pour télécharger le fichier des notes, il faut aller dans l'activité. Dans l'activité, et là, vous avez la possibilité de télécharger. La H5P, je n'ai pas montré, mais c'est pas grave, c'est sur la vidéo d'hier. J'ai tout enregistré toute seule, donc vraiment, vraiment n'hésitez pas à aller regarder. Je me mets sur le parcours que je viens de faire. J'active le mode édition. Donc là, vous voyez que je n'ai aucune restriction. Donc je vais mettre une restriction d'accès, c'est-à-dire que je ne souhaite pas que les élèves commencent le test alors qu'ils n'ont pas fait le QCM. Donc je vais aller sur le test, donc les paramétrages du test, donc roue crantée. Attention, le stylo, c'est pour ajouter des questions et les paramétrages, c'est la roue crantée. Et j'arrive sur restriction d'accès. Ajouter une restriction. Hop, j'ajoute une restriction. Et là, j'ai le choix entre achèvement d'activité, date. Donc, achèvement d'activité, ça veut dire que je vais restreindre l'accès à ce test par l'achèvement de l'activité précédente. Les élèves ne pourront le voir, ce test, et n'auront la flèche verte que si ils ont achevé l'activité précédente. Et du coup, ouais, j'ai vu la question
Benoît, je vais juste finir ça et je réponds. La date, restriction de date, par exemple, à partir de telle date, enfin, le test ne sera accessible que la semaine prochaine, parce que voilà, on n'a pas fini de traiter les notions. Restriction de notes, on va le voir après, mais je ne vais pas le faire avec le QCM, parce que je vous ai dit, le QCM, c'est pas, il y a pas de notes, donc du coup, ça ne va pas fonctionner pour le QCM, et je vais vous le montrer après. Vous n'avez pas la restriction de groupe, parce que je n'ai pas de groupe dans mon parcours. Mais si je crée des groupes, j'aurai en plus un bouton groupe qui me permettra de restreindre les activités à un groupe donné. Par exemple, un groupe d'élèves en difficulté ou un groupe d'élèves en avance ou des choses comme ça. Donc, je vais juste mettre achèvement d'activité pour le moment. Et donc, je vais restreindre l'activité du test. Le test ne peut être fait que si le QCM a été achevé. Vous voyez? Je vais juste aller sur la liste déroulante où j'ai toutes les activités de mon parcours que j'ai déjà fait et je vais choisir l'activité qui est juste avant le test. Et là, c'est bon, j'enregistre et je reviens au cours. Et là, je vais répondre à la question de Benoît. La question de Benoît, c'est l'élève ne peut pas accéder à la suite s'il n'a pas eu plus de 10 au test. Alors ça, je vais le faire avec un fichier que je vais mettre après le test. Voilà. Une option qui serait intéressante, c'est de paramétrer un retour automatique sur la carte de progression à la fin d'une activité pour que l'élève voit où il est dans ce cours. Alors, j'ai répondu à cette question sur Via Educ parce qu'il y avait cette question, enfin, il y avait une pratique qui consistait à mettre une étiquette à la fin des sections pour faire sauter le truc et que l'élève se retrouve à la carte de progression. Alors, vous pouvez le faire autrement. Je vais le montrer. C'est bien que Muriel tu poses la question, je vais le montrer juste après. Il suffit de mettre une URL. À la fin de votre section, vous mettez, ou de votre activité si vous voulez que ce soit entre les activités, vous mettez une URL et dans cette URL, ce sera le lien de la page d'accueil où il y a la carte de progression. Tout simplement. Et vous laissez l'affichage automatique. Il n'y a pas besoin de mettre d'étiquette. Donc oui, c'est possible, Muriel. On va le voir juste après. Alors, donc là, ça y est, mon décalage est fini. Je vais faire le paramétrage que demandait Benoît. Donc, je vais modifier. Je vais aller dans Paramètres. Et là, je vais aller dans Restreindre l'accès. Restreindre l'accès. Je vais ajouter une restriction. Alors, bien sûr, une restriction d'achèvement. Donc, je clique sur Achèvement d'activité et je mets l'achèvement de l'activité d'avant, c'est-à-dire le test. Oui, c'était le test. Et je vais rajouter en plus ce qu'a demandé Benoît, c'est-à-dire une note, c'est-à-dire une restriction de note. Donc, le résultat du test doit être supérieur ou égal à 50%. Voilà, parce que je suppose que 10, c'est la moyenne d'une note sur 20. Du coup, l'élève ne verra pas l'activité tant qu'il n'aura pas eu la moyenne au test. Est-ce que c'était bien ça la question, Benoît? Mais donc ça, cette restriction de note de moyenne, vous pouvez le faire qu'après une activité qui renvoie une note vraiment, donc c'est-à-dire test quoi. Et alors je vais répondre à la question donc de Muriel et donc de Fatima. J'ai pas mis de carte de progression, mais on s'en fiche. J'aurais pu mettre une carte de progression sur mon étiquette. Elle est là, on est d'accord. Voilà. Donc là j'ai une étiquette. Mettons que j'ai une carte de progression dessus et je veux que l'élève après sa section. Alors je vais rajouter une section juste comme ça pour vous montrer correctement les choses. Et je vais mettre, allez, je vais mettre quelques activités dessus dans la section 2. Allez, je vais mettre un dossier et un forum. Voilà. Donc, j'ai deux sections maintenant et je vais à la fin de la première section. Alors, je vais d'abord récupérer le lien. Je clique sur le nom du parcours. Je clique sur le nom du parcours, ce qui me fait arriver sur la page d'accueil du parcours. Je récupère ici l'URL. Donc là, vous voyez, je suis partie sur ma barre de navigation et je copie l'URL. Vous voyez, en fait c'est l'adresse de cette page qui se finit par 2061. Et je vais aller donc à la fin de ma première section et je vais ajouter
une activité. Donc vous allez le voir dans quelques secondes. Cette question, elle revient souvent en plus. Donc c'est pas mal qu'elle soit enregistrée. Je vais aller à la fin de ma première section et je vais ajouter une activité. Et je vais ajouter une activité URL. C'est la dernière. C'est facile, c'est la dernière de la liste. Donc je clique dessus, hop, j'ajoute. Là, je vais mettre retour à la carte. Et à l'URL, je vais coller l'adresse de la page d'accueil du parcours, quoi, en fait. Je ne vais rien changer. C'est-à-dire que par défaut, l'apparence, c'est automatique, par défaut. Donc je vais laisser l'affichage automatique, surtout puisque vous voulez que l'élève retourne sur la page d'accueil. Donc avec votre carte de progression. Donc vous ne changez rien d'autre, d'accord? Vous ne changez pas l'apparence de l'affichage. Vous ne changez pas l'affichage dans apparence. Donc on laisse automatique, on enregistre et on revient au cours. Alors je l'ai déjà fait une fois, je ne vais pas le refaire, je vais dupliquer cette activité. Je vais dupliquer l'activité URL que je viens de faire qui s'appelle retour à la carte. Je duplique, hop, et je la mets à la fin de la deuxième section, la deuxième. Voilà, je glisse et je la mets à la fin de la deuxième section. Alors on va voir ce que ça donne. Par contre, je vais tricher, je vais mettre le test et le fichier, puisque j'ai mis des restrictions, je vais les mettre derrière, parce que sinon je vais être bloquée, j'ai pas fait les tests. Donc là, je vais prendre le rôle d'un élève. Donc en haut à droite, prendre le rôle d'un étudiant. Et donc j'arrive sur ma page d'entrée. Je commence mon parcours. Donc je suis un élève là. Donc moi j'ai mis, alors je vous le dis aussi, on parle beaucoup en formation sur les tutos, etc. Du bouton. C'est parti, le bouton de lancement là. Vous pouvez aussi mettre une image pour que vos élèves démarrent le parcours. Là, par exemple, moi j'ai mis une image entrée et donc c'est une image cliquable. C'est-à-dire dans mon étiquette, j'ai mis une image et j'ai cliqué sur l'image et j'ai ajouté un lien. Et le lien, c'était l'adresse, l'URL de la première page de mon parcours, comme on vient de le faire, mais sans utiliser l'URL, mais directement dans l'image, quoi. Alors, je clique pour démarrer. Donc là, j'ai la page. Bon, là, il n'y a rien dans ce parcours, c'est un parcours vide. Donc, je suis un élève, j'arrive sur ma première page. Je clique sur la flèche à droite pour avancer. J'arrive sur un casier où normalement, je devais déposer quelque chose. Vous voyez, je suis un élève, donc j'ai ajouté un travail. Il y avait une question là-dessus tout à l'heure. Si le prof a mis un commentaire à mon travail, j'ai le petit champ commentaire ici. Voilà, donc j'ai pas besoin de le rajouter, du coup, je vous le montre là. Là, commentaire du prof, il sera là. Donc l'élève pourra le consulter ici. Donc je continue, j'avance, j'ai un QCM, je continue. Et là, j'ai mon URL, si vous vous rappelez bien. J'ai avancé et je me suis retrouvée sur la page d'accueil parce qu'après mon QCM, il y avait l'URL. Et là, si je retourne sur la section 2, ça sera pareil. Si je vais sur la section 2, donc j'ai un forum d'échange. Alors par contre, attention à ça. Ce que je viens de vous montrer, c'est si vos élèves peuvent accéder à tout, parce que là, l'URL que vous avez mis, elle renvoie forcément vers la page d'accueil. Mais ça marche que si vous avez laissé les sections visibles, parce que là, l'élève peut quand même aller sur la section 2 pour continuer. Donc là, il y a un forum, là, il y a un dossier, et là, j'ai mon URL, donc hop, je retourne sur la page d'accueil. Donc, en tout cas, si vous avez envie de forcer les élèves à revenir sur la carte de progression, vous pouvez faire comme ça. Mais il faudra que les élèves puissent accéder aux activités en passant par la page d'accueil, on est d'accord. Donc, ça veut dire que dans votre étiquette, il doit y avoir des boutons pour aller aux différentes activités. Bah, en fait, Hélène, on clique sur le commentaire, l'élève clique sur commentaire et il va voir le texte que le prof a laissé, tout simplement. Et sur sa copie, il a la possibilité de regarder la copie comme je vous l'ai montré moi, et il va avoir le champ commentaire. S'il y a un commentaire qui apparaît, il va apparaître en dessous.
J'espère que ça vous aura quand même donné des pistes pour vous aider. Je regarderai après si j'ai loupé des questions et je les rajouterai sur la vidéo. Et bah, si vous n'avez pas d'autres questions, on a fait presque 2 heures. Je vous souhaite une bonne journée. Alors bravo aux courageux qui sont restés jusqu'à la fin. Vous aurez tout donc sur l'article de la DAN que je communiquerai. Et ben merci beaucoup. Euh, je couperai les petits moments dans la vidéo, je couperai les petits moments de décalage, donc elle sera plus agréable à regarder que malheureusement vous, vous avez dû attendre à chaque fois quelques petites secondes, donc je couperai les moments de décalage. Merci à vous et puis portez-vous bien, prenez soin de vous et bon courage. Et sachez que vous avez vraiment aussi beaucoup de tutos qui sont à disposition. Une dernière question, comment l'élève est prévenu quand j'ai commenté son travail? Euh, il a pas de notification parce qu'en plus, de toute façon, les élèves, par défaut, ils ont des adresses qui ne sont pas bonnes. Vous avez peut-être pu le voir quand j'ai montré. C'était des adresses support invalide, donc ils ne reçoivent pas les notifications comme nous, on peut le recevoir si on a changé dans notre profil l'adresse mail. Attention, on a des messages qui arrivent sur les supports, c'est parce que, enfin, qui ne sont pas reçus par les élèves. Il faut absolument dans votre profil ELEA mettre votre adresse professionnelle euh, pour que vous puissiez, je le remonte rapide, pour que vous puissiez recevoir les notifications. Par exemple, vous avez lancé un forum et vous voulez être informé quand un élève a posé une question sur le forum. En plus, le forum, l'activité forum, elle est super pratique. Je l'ai expliqué sur ma première classe virtuelle avant les vacances, donc vous pourrez revoir l'enregistrement. L'activité forum, elle est vraiment pratique sur notre période actuelle particulière. Vous allez sur votre profil Eléa, donc vous allez dans mon profil. Alors, je sais pas, ça va arriver. Vous allez dans mon profil et par défaut, vous avez une adresse qui n'est pas votre adresse professionnelle, donc il faut la changer. Donc en cliquant en haut à droite, vous mettez votre adresse soit AC Versailles, soit votre adresse ENT, comme vous voulez. Et comme ça, vous allez recevoir les notifications sur les activités où les élèves déposent des choses, répondent comme le forum, etc., etc. Et j'arrive sur mon profil et là, je fais modifier le profil et je change mon adresse mail. Ça, c'est parce que les ENT ne donnent pas dans les exports des utilisateurs, ils ne fournissent pas l'information de l'adresse de l'ENT. Du coup, ELEA considère qu'il n'y a pas d'adresse et c'est pour ça que vous avez une adresse mail support invalide. Voilà. Et donc, il faut penser, vous en tout cas en tant que prof, à changer votre adresse. Voilà. Bah, merci, c'était très long. Je vais mettre fin à l'enregistrement de cette classe virtuelle. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout et je vous souhaite une bonne continuation, mais bon courage.